Guadeloupe, nous avons, sur les derniers chiffres de l'INSEE que j'ai pu obtenir, qui dataient de 2016, 171 827 foyers. Le nombre d'associations était estimé à 30 000 avec 6 000 actives, environ 800 qui ont des salariés. Pour être plus proche de la vérité, parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de personnes ou d'associations ou d'entreprises ont un local avec un accès à l'eau. Donc, du coup, j'ai divisé ce chiffre par 4 qui me donne 200 associations. Pour les entreprises, il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver sur les entreprises, mais c'est surtout par secteur d'activité. Et là encore, ma demande, c'était de savoir comment étaient réparties les entreprises. Donc, j'ai trouvé une information dans un document publié par l'INSEE en 2013, mais qui prenait en compte les chiffres de 2010, sachant qu'en 2010, on avait déjà passé la crise sociale de 2009. Donc, du coup, on était sur un nombre d'entreprises beaucoup plus cohérent et proche de la réalité que nous connaissons aujourd'hui. Donc, en micro-entreprise, il y avait 15 731 sociétés. Dans les petites et moyennes entreprises, 7 586. Et dans les grandes entreprises, 8 643. Ce qui donne un total de 47 047 sociétés. Au niveau maintenant des administrations, des structures, on va dire publiques, il y en a énormément entre les pompiers, la commune, la région, la préfecture, le conseil départemental, le rectorat, la sécurité sociale, le pôle emploi, la poste, l'INSEE, les hôpitaux, les EHPAD, l'aéroport, la GCCRF, les musées et j'en passe. J'en ai compté pour ma part 118. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus. Donc les chiffres que je vais vous donner sont des chiffres qui sont plus bas, inférieur aux réels chiffres que nous pourrons obtenir de la part de ces différentes entreprises, institutions ou organisations. Alors, ma préconisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de financer l'eau sans facture d'eau. Et donc, pour ça, je préconise d'avoir uniquement un abonnement en eau qui soit distribué à tout le monde. Donc, pour les particuliers, ma préco, c'est de faire payer chaque foyer, donc les 171 000 foyers, 20 € par mois. Ça reviendrait à 41 238 480 € à l'année. Pour les associations, 30 € par mois, ce qui reviendrait à 72 000 €. Pour les micro-entreprises, on serait également à 30 € par mois, ce qui revient à 5 663 160 000 €. Pour les petites et moyennes entreprises, 50 € par mois, ce qui nous permettrait de dégager une recette de 4 551 600 €. Et pour les grandes entreprises, 200 € par mois, ce qui permettrait d'obtenir à l'année 112 912 800 €. Et pour les collectivités, 200 € également par mois. Comme je l'ai dit, j'en ai compté que 118, mais il y en a bien plus, qui permettrait d'obtenir un minimum de 283 200 € par an. L'ensemble de ces recettes se chiffre à 164 721 240 € à l'année. Bien, maintenant qu'on a parlé des recettes de l'organisme de gestion unique de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe, il faut parler maintenant des charges et donc des sorties d'argent, parce que dès que l'argent rentre, de l'argent sort, bien évidemment. Donc, dans les charges fixes, les charges variables, on retrouve les assurances, les téléphones, le carburant, les frais de déplacement, les mutuelles, les fournitures, l'entretien, le matériel, nettoyage des locaux, les frais de publicité, les experts comptables, les avocats, les frais bancaires, les charges financières, les impôts, les taxes, les frais de transport de marchandises, l'électricité. Lorsque l'on prend tout cela, il y a encore d'autres charges que je n'ai pas listées parce que sinon la liste serait très longue. Pour ma part, je pense que on peut mettre sur la table une prévision de budget d'environ 35 millions d'euros. À cela, il faut retirer à nouveau de l'argent pour assurer l'assainissement, bien évidemment. Pour ma part, j'ai fait une prévision de 30 millions d'euros. Il y a encore deux autres dépenses que je pense utiles à prévoir. La première, c'est une dépense de 20 millions d'euros pour la rénovation des sites de production d'eau, la rénovation des châteaux d'eau existants qui en ont besoin et la construction de nouveaux châteaux d'eau, surtout sur le Nord Grande-Terre où il y a de véritables difficultés à s'approvisionner. Donc voilà. J'ai également déduit de tout cela une enveloppe d'un peu plus de 400 000 euros
qui pourrait être utilisé pour apporter aux Guadeloupéens, que pour ma part j'ai estimé autour de 70 000 foyers qui ont des coupures d'eau supérieures à 48 heures, c'est-à-dire une véritable carence et un véritable problème de distribution d'eau qui est pour moi, je trouve, à partir de 48 heures inacceptable. Si on équipe l'ensemble de ces foyers, que ce soit des personnes qui sont en habitation individuelle ou collective, de citernes avec des tailles différentes. Logiquement, en alimentant l'ensemble de ces citernes, ne serait-ce que 2 fois par semaine, eh bien, elles seront toujours pleines et les personnes qui les utilisent auront de l'eau en permanence dans leur foyer. Donc du coup, personnellement, je préconise que ces 400 000 € qui sont nécessaires pour ce travail soient mis sur la table et puissent être financés dès la première année où cet organisme parviendra à obtenir l'ensemble de ces recettes qui, je le rappelle, sont, selon mes calculs, valorisées à un minimum de 164 millions d'euros. Lorsqu'on retire les charges fixes et charges variables pour les 35 000 € dont je vous ai parlé, quand on retire les 30 millions d'euros pour l'assainissement et que l'on retire encore 20 millions d'euros la première année pour faire les rénovations de châteaux d'eau et de sites de production, il reste à cet organisme une recette de 78 millions d'euros. Avec 78 millions d'euros, on peut rénover 156 km de canalisation. L'État a prévu et a promis de débloquer 400 millions d'euros si cet organisme de gestion unique de l'eau était créé. Avec 400 millions d'euros, on peut rénover jusqu'à 800 km. Et en Guadeloupe, nous avons 3300 km de canalisation. S'il reste effectivement 2500 km à rénover et que on arrive à une enveloppe de 98 millions d'euros chaque année, c'est ce qui resterait une fois les charges payées, puisque la rénovation des châteaux d'eau et des sites de production, c'est pas tous les ans qu'il faudra le faire. Et bien du coup, on pourra rénover jusqu'à 196 km chaque année. Ça fait une prévision d'environ 13 ans de travaux. Ce que je voulais partager avec vous encore. Alors là, c'est dans cette première partie de vidéo, donc je vous ai expliqué comment est-ce qu'on pouvait financer l'eau sans envoyer de facture, juste en payant un abonnement plus juste, un abonnement qui est réaliste et réalisable, et bien évidemment à la portée de tous les porte-monnaies, que ce soit ceux des collectivités, des entreprises ou des particuliers et des associations. Maintenant, je vais aborder avec vous, je pense que vous avez sûrement certaines questions, comme celle où le principe de l'eau, qui doit payer l'eau. Bon, ben, je viens de le prouver avec l'abonnement, puisque la loi ne dit pas qu'il faut avoir une grille tarifaire identique de partout, ce genre de choses. On demande que de l'argent soit versé. Bon, là, dans l'absolu ici, de l'argent est versé. Donc, du coup, la question de l'eau qui finance l'eau, elle est résolue avec cet abonnement qui serait à payer par chacun. Bien évidemment, je pense aussi aux Guadeloupéens qui feraient preuve de très mauvaise foi et qui estimeraient que pour ce prix-là, qu'ils peuvent se permettre de gaspiller l'eau. Donc, je pense qu'il faudrait que cet organisme soit en mesure de créer une espèce de facture forfaitaire pour les personnes qui iraient au-delà de la consommation normale de leur foyer par rapport à l'historique effectivement de leur consommation habituelle, par rapport à la constitution de leur foyer, dès lors où il y a des déplacements qui sont excessifs et abusifs, leur donner des factures forfaitaires qui soient suffisamment dissuasives pour que s'ils le fassent une fois, qu'ils ne le fassent pas 2 fois. Certains m'ont déjà posé la question également que l'eau, enfin du moins les rénovations du réseau avaient déjà été payées et qu'il fallait du coup aller chercher cet argent. Je vais répondre à cette question dans la deuxième partie de cette vidéo qui va commencer du coup tout de suite. Donc on va parler maintenant de l'organisation de la structure. Donc, je pense que pour une structure de cette taille, on devrait avoir environ 800 personnes qui y travaillent, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes dans les différentes structures qui sont en charge de l'eau, qui travaillent dans ce domaine. Mais si cette structure devient comme les mairies, comme les institutions que nous avons, avec une masse salariale tellement importante qu'elles n'ont plus la capacité financière de financer les investissements et de financer leurs compétences, ça va être un travail totalement inutile. Et donc, du coup, il faut absolument pas que l'on aille dans cette direction.
je rappelle quand même que je ne suis que force de proposition. Je base tout cela sur des calculs. Avec 800 personnes, dont 100 personnes qui travailleraient dans l'administratif, c'est-à-dire dans l'accueil, la compta, le service RH, la communication, etc. Il y aura encore 700 personnes à mobiliser sur le terrain. Ces 700 techniciens, chefs d'équipe, de chantier, représentent quand même 22 personnes mises à disposition pour chaque commune. Il y a des communes qui sont plus petites que d'autres. Après, bien évidemment, c'est eux qui vont organiser les choses, à savoir de quelle manière est-ce qu'ils mettent la répartition de leurs équipes en fonction des besoins de la population. Je pense que le conseil d'administration de cette structure devrait être organisé de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y a un président, de préférence un bon Guadeloupéen, n'ayons pas peur des mots, des salariés de l'organisation qui prendraient part aux discussions au sein du conseil d'administration, des experts en eau, des experts en environnement, puisqu'on va fouiller, donc il est normal qu'il y ait la vision de la protection de l'environnement dans ce travail, et les représentants de la population. Les représentants de la population, il y en a déjà qui sont sur le terrain, qui travaillent, mais malheureusement, dans énormément de collectifs, d'associations de défense des usagers, je fais un appel à toutes ces personnes aujourd'hui quand même pour pouvoir leur dire rassemblez-vous, travaillez ensemble pour être plus forts, parce que bien évidemment l'union fait la force, et créer une seule grosse association qui va pouvoir porter des actions, apporter des information à la population et représenter dignement la population au sein de cette structure. Cette organisation, il faut impérativement que la classe politique en reste éloignée. Pour ma part, je suis totalement contre le fait qu'il y ait le moindre élu qui travaille au sein de cet organisme et surtout au sein du conseil d'administration, parce que on le voit très bien, dès lors où un élu met la main dans quelque chose, spontanément, il y a de l'argent qui disparaît. Si un élu s'approche de cet organisme, c'est pour y apporter l'argent qu'il doit, mais sûrement pas pour repartir avec l'argent que nous aurons une nouvelle fois mis sur la table pour que ce travail de rénovation soit enfin réalisé. Je pense que cet organisme devrait faire une demande pour un moratoire afin de supprimer l'intégralité des factures des particuliers, les factures qui sont dues aujourd'hui dans les différents organismes, partir sur une feuille blanche tout simplement, avec une nouvelle structure qui va créer sa nouvelle grille de facturation, c'est-à-dire uniquement avec les abonnements comme je l'ai précisé au début, et mettre de côté tous ces impayés. Pour les collectivités, c'est autre chose parce que les sommes, elles sont quand même très importantes et que ce sont souvent des collectivités qui n'ont pas payé des factures depuis de nombreuses années. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place avec elles un échéancier, tout simplement, avec des mensualités faibles pour qu'elles soient en mesure de payer. Je préfère qu'une ville qui doit 3, 4, 5 ou 6 millions d'euros prenne 20 ou 30 ans à rembourser, mais qu'elle rembourse l'intégralité de ce qu'elle doit pour que cet argent puisse être utilisé à de bonnes fins, plutôt que de dire c'est pas grave, on tourne la page et vous payez pas. Je pense que pour que que cet organisme ne coûte pas trop cher, justement, qu'il faudrait pas avoir plus de 2 sites, un sur la Grande Terre, un sur la Basse Terre, parce que de toute façon, comme il n'y aura plus de factures, il n'y aura plus besoin d'avoir un gros service client, plus besoin de personnes pour gérer des réclamations, et donc du coup, les paiements pourraient se faire par chèque avec des enveloppes timbrées qui auront été envoyées par virement, par tous les moyens que vous voulez, mais en tout cas, nous sommes sur un tout petit territoire où nous devons faire attention à notre climat, donc se déplacer pour rien et surtout pour juste verser 20 € tous les mois, je pense qu'on peut faire mieux que ça et que plus on a de structures, plus il faut les entretenir, plus ça coûte cher. Donc limitons autant que possible les structures pour être en mesure de mobiliser plus de fonds pour réaliser les travaux qui sont nécessaires pour l'alimentation en eau de tout un chacun. J'en arrive du coup à la dernière partie de cette vidéo. Le président de région a diffusé depuis hier ou avant-hier, je sais plus trop, un courrier dans lequel il indiquait aux élus que s'ils ne prenaient pas d'initiative ou la décision de créer cette institution, cette gouvernance de l'eau maintenant, eh bien que d'ici le 30 juin,
et bien qui prendra les choses en main en demandant une loi d'habilitation au gouvernement afin que la région soit l'autorité organisatrice de ce service public. Alors, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il faut le comprendre. Si la région veut avoir l'autorité pour pouvoir créer uniquement la structure, ensuite laisser la structure se débrouiller toute seule, pas de problème. Par contre, si la région veut avoir l'autorité pour créer la structure et y prendre part, être assis au conseil d'administration, là, je dis non tout de suite. Je dis non parce que la Chambre régionale des comptes, elle est très claire sur le fonctionnement de l'institution régionale. Elle est défaillante dans un certain nombre de ses compétences. Défaillante dans le développement économique, défaillante dans les transports, défaillante dans énormément de domaines. Et donc, du coup, il n'est pas question de laisser des élus qui brillent par leur incompétence prendre part au sein du conseil d'administration de cette structure. La structure se doit d'être constituée peut-être de la manière dont j'ai proposé tout à l'heure ou différemment, mais en tout cas sans élus, parce qu'elle a besoin d'avoir sa totale intégrité, impartialité pour être en mesure justement de porter des affaires en justice, de traduire les anciens intervenants dans l'eau, qui soient de manière directe ou indirectement liés à la fuite de tout cet argent pour être en mesure de porter les affaires en justice et de nous obtenir les réparations nécessaires. Donc si la classe politique actuelle que nous avons met la main sur cet organisme, utilise cet organisme, l'instrumentalise pour pouvoir placer des gens dedans, pour pouvoir faire des jeux pour les élections à venir, merci, mais alors franchement c'est non merci. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais proposer. Je vous ai fait la démonstration que sans envoyer la moindre facture, avec juste le coût de l'abonnement qui serait identique à peu près pour tout le monde, en tout cas en fonction des catégories, et bien du coup qu'on arrive à avoir 164 millions d'euros de recettes annuelles pour financer cet organisme et son travail, aussi bien dans la rénovation des canalisations que pour l'assainissement. Bien évidemment, je n'ai pas la science infuse, je ne travaille pas dans l'eau, c'est le fruit d'un travail de réflexion, d'analyse, d'éléments croisés, d'un petit peu d'audace, de ce qu'il faut, je suppose. Je vous laisse là-dessus. Je vous mets tout cela à disposition et bien évidemment, n'hésitez pas à être critique, à commenter, à poser des questions. Je me prendrai, comme d'habitude, le temps de vous répondre. En tout cas, j'espère que cette proposition, que vous la trouvez suffisamment simple, réaliste, cohérente et que peut-être comme moi, vous verrez que ça peut être une solution crédible et qui tient la route pour que ce problème de l'eau puisse assez rapidement devenir un lointain souvenir. Voilà, je vous remercie beaucoup pour l'écoute. Merci d'avoir pris le temps de voir cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, bien évidemment, et je n'hésiterai pas à répondre à vos différentes questions à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse, à bientôt.